les gardes-côtes russes ont arraisonné les 3 navires ukrainiens parce que ces derniers tentaient de rallier le port ukrainien d'Odessa, situé sur la mer Noire, au port ukrainien situé sur la mer d'Azov, à travers le détroit de Kertch, qui se trouve de facto sous contrôle de la Russie depuis que Moscou a annexé la péninsule de Crimée en 2014. Les Ukrainiens mettent en avant le fait qu'il existe un document signé par Moscou et par Kiev en 2003, en vertu duquel la circulation à travers le détroit de Kertch est libre et non limitée, aussi bien pour les navires civils et militaires russes que pour les navires civils et militaires ukrainiens. Bon. Toutefois, ce papier a été signé en 2003, depuis s'est passé beaucoup de choses, et notamment depuis que la Russie a annexé la Crimée, Moscou considère que les eaux du détroit de Kertch sont des eaux intérieures et que par conséquent, c'est à elle d'exercer sa pleine souveraineté sur ce détroit et notamment sur le régime de franchissement du détroit de Kertch. Les Ukrainiens, visiblement, ne l'ont pas évidemment entendu de cette oreille, et pour les Russes, ils auraient donc tenté de forcer le passage du détroit de Kertch. Alors pour les Ukrainiens, il y a plusieurs enjeux. Bon, tout d'abord, c'est de rappeler et de attirer l'attention sur la Crimée, sur le fait que la Crimée a été annexée, sur le fait que Kiev prétend toujours un jour ou l'autre réinstaurer sa souveraineté sur la péninsule. Il s'agit aussi pour les Ukrainiens d'attirer l'attention sur l'état de délabrement de leur marine et peut-être de susciter également une assistance américaine notamment plus musclée en matière d'aide militaire navale. Alors on sait que les Américains ont déjà commencé à livrer des vedettes de garde-côtes qui étaient en service aux États-Unis et qui a priori étaient désarmés, mais plutôt que de les ferrailler, ils ont préféré les transférer aux Ukrainiens après les avoir mis en état de fonctionnement, afin d'augmenter les capacités ukrainiennes de surveillance de leurs eaux territoriales. Il y a aussi un autre objectif qui est plus politique, celui-ci. On approche d'échéances électorales assez importantes en Ukraine. En mars, il y aura l'élection présidentielle ukrainienne et plus tard au printemps, à l'automne, les élections législatives. Le président Petro Poroshenko est actuellement crédité d'environ 10% d'intention de vote dans les sondages en Ukraine. Il n'accéderait pas, en l'état actuel des choses, au second tour de l'élection présidentielle, si bien que certains pensent à Moscou, mais aussi à Kiev, notamment parmi les adversaires politiques de M. Poroshenko, que finalement cet incident sert son agenda politique dans la mesure où un état de loi martiale a été instauré en Ukraine, et certains suspectaient le président ukrainien de tirer profit de cette situation extraordinaire pour décaler dans le temps l'élection présidentielle de mars, afin d'augmenter potentiellement ses chances, non pas d'être élu, mais au moins d'accéder au second tour. Bon, pour les Russes, il y a évidemment un enjeu de sécurité qui est celui d'abord de rappeler la souveraineté affirmée par Moscou sur le détroit de Kertch depuis l'annexion de la Crimée, mais il y a aussi un enjeu, je dirais, très concret, qui est celui du pont de Kertch, qui a été inauguré donc au printemps dernier, et donc qui relie la Russie continentale à la péninsule criméenne, qui a été construite à grands frais et au prix de sanctions internationales très fortes sur les entreprises et les hommes d'affaires qui ont soutenu ce projet, qui est un projet éminemment symbolique, politique, mais aussi un projet d'infrastructure très complexe. Et à Moscou, évidemment, on part du principe que les Ukrainiens pourraient chercher à endommager, voire à chercher à détruire cet édifice, avec des navires qui pourraient tenter une opération de sabotage contre, par exemple, les pylônes de ce pont qui sont plantés dans le détroit de Kertch. Alors, on ne peut pas écarter évidemment le scénario d'une escalade, puisqu'on sait que les relations sont éminemment compliquées et empoisonnées entre les Russes et les Ukrainiens. Bon, l'Union européenne a appelé à la retenue aussi bien Kiev que Moscou. Toutefois, en septembre dernier, le Parlement européen a pris position
et expliquait que finalement toute dégradation sécuritaire majeure en mer d'Azov serait imputée à la Russie et se traduirait notamment par un durcissement des sanctions européennes à l'égard de Moscou. Alors c'est un fait qui est intéressant puisque contrairement à l'administration américaine, depuis environ 18 mois ou 24 mois, l'Union européenne n'a pas pris de nouvelles sanctions, n'a pas durci les sanctions à l'égard de la Russie. Exclusion faite évidemment des sanctions Crimée qui, elles, ont été renforcées suite à l'inauguration du pont de Kertch au printemps dernier. Or, on sait que l'administration américaine édicte un nouveau paquet de sanctions désormais 2 fois par an, enfin tous les semestres ou plusieurs fois par an, ce qui n'était pas le cas des Européens. Si bien qu'à travers cette déclaration, le Parlement européen a quelque part octroyé une forme de bond d'impunité à l'Ukraine dans cette situation-là, ce qui n'a pas forcément contribué, en tout cas n'a pas forcément envoyé le bon signal à Kiev, où certains ont pu prendre finalement cette déclaration comme une sorte de feu vert pour pouvoir tenter des entreprises assez aventureuses comme celle à laquelle il nous a été donné d'assister ce week-end. Il faudra surveiller aussi ce que proposent ou ce que pourraient faire les Américains. Les États-Unis ont donc commencé à renforcer de manière limitée les capacités garde-côtes des Ukrainiens. Il se pourrait qu'ils cherchent désormais à livrer des petites frégates à la marine ukrainienne, là aussi toujours dans l'objectif de renforcement des capacités navales de l'Ukraine qui ont été laminées suite à l'annexion de la Crimée. On peut aussi imaginer que les Américains décident de renforcer leur assistance militaire à l'Ukraine en livrant du matériel qui permettrait aux Ukrainiens de protéger de manière plus efficace leurs côtes. On peut aussi imaginer que l'OTAN décide d'accroître un peu plus son activité en mer Noire en venant prêter main forte à la flotte ukrainienne. Et dernier point, on peut tout à fait aussi imaginer que dans le cadre des sanctions que les Américains entendent prendre, nouveau paquet de sanctions que les Américains entendent prendre à l'encontre de la Russie dans les semaines et les mois qui viennent, il y ait un nouveau volet qui soit inscrit et qui soit plus précisément lié à ces événements en mer d'Azov.